La critique marxiste, reprise ensuite par l'ensemble de la tradition socialiste, du caractère formel des droits libéraux, remet en question le libéralisme, remet fondamentalement en question le libéralisme dans son ambition première, celle de garantir la liberté de l'ensemble des individus. Le libéralisme se trouvait dans son cœur cette idée que chaque être humain était libre et égaux en droit. Mais justement, la critique marxiste nous dit que cette égalité n'est qu'apparente, que cette égalité cache en fait des situations de domination, des situations d'exploitation. Et que, loin d'assurer en définitive l'égale liberté de l'ensemble des individus, l'État libéral est un État policier qui sert les intérêts d'une partie des individus, les capitalistes, les détenteurs des capitaux. Et que dès lors, cet État libéral classique ne garantit pas finalement la liberté de l'ensemble des individus, mais sert les intérêts d'une minorité d'individus, les capitalistes. Alors, il n'est pas étonnant que parmi les libéraux, un certain nombre d'auteurs aient pu être interloqués par cette critique socialiste, et puis la prendre au sérieux, et puis se dire, si notre objectif est fondamentalement d'assurer que l'ensemble des individus voient leur liberté respectée, il y a un problème. Il y a un problème dans notre cadre libéral. Et dès lors, on va observer ce qui est finalement pour moi une des principales forces du libéralisme, c'est cette capacité d'auto-transformation, cette capacité d'intérioriser la critique faite par la tradition concurrente pour s'adapter, pour évoluer et s'efforcer donc de s'affranchir de l'objection faite. On l'avait vu avec le républicanisme, cela incitait le libéralisme à dire qu'à côté des droits privés, en particulier donc le droit à la sécurité physique et le droit de propriété, il devait y avoir un ensemble de droits politiques. Parce que sinon, effectivement, le républicanisme avait quelque chose de pertinent à souligner, une forme d'auto-contradiction du libéralisme, parce qu'en ne s'interrogeant pas assez sur l'importance des conditions politiques à garantir pour que l'État soit bien au service de sa fonction, donc en ne s'intéressant pas assez aux conditions politiques de la préservation des libertés individuelles, on faisait en sorte que l'État ne puisse ne pas être suffisamment surveillé, contrôlé, et puisse être utilisé par quelques-uns à leur propre profit. Et donc il fallait s'assurer qu'il y ait non seulement des droits privés, mais également des droits politiques. De la même manière, un certain nombre d'auteurs libéraux vont plaider pour l'intégration au sein des droits fondamentaux, à côté des droits privés, à côté des droits politiques, de droits sociaux. De droits qui vont être là pour s'assurer que chacun ait la capacité réelle d'exercer sa liberté, ne soit pas dans une situation de dépendance parce que justement la situation financière des uns et des autres serait telle, la fragilité par rapport à la capacité d'un certain nombre d'individus de satisfaire leurs besoins fondamentaux les mettrait finalement dans une situation où ils sont soumis au chantage des capitalistes et dès lors ne sont pas réellement en mesure de faire entendre leurs droits, de faire respecter leur liberté. Il faut donc un État qui assure un certain nombre d'interventions, qui assure le développement d'une sécurité sociale pour que chacun soit vraiment dans les conditions concrètes, réelles, d'exercer, de jouir de ses libertés. Et donc, on observe une césure au sein de la tradition libérale, césure qui se définit par la manière dont les libéraux se positionnent face à la critique socialiste, les uns disant on ne touche pas au cœur du libéralisme, on ne touche pas au respect des droits les plus fondamentaux que sont notamment le droit de propriété, qu'est notamment le droit de propriété. Et donc il n'est pas question d'ouvrir la porte à des droits sociaux trop importants. Et d'autre part, des libéraux, on va pouvoir dire des libéraux de gauche, des libéraux sociaux, des libéraux égalitaires, qui vont dire non, non, à côté des droits privés, à côté du droit de propriété, à côté des droits politiques, il faut des droits sociaux. Il faut une génération supplémentaire de droits, la sécurité sociale, les droits liés à la santé, les droits liés à l'éducation, les droits liés à la protection et à la redistribution des uns et des autres. Sinon, il n'y a pas de réelle liberté. Alors,
Pour les libéraux classiques, ce type de raisonnement, cette attitude des libéraux sociaux est une entorse fondamentale à l'essence du libéralisme. Ce serait, selon eux, finalement dire que ce n'est pas la liberté qui est la valeur la plus importante, la valeur fondamentale, c'est l'égalité. Et que, au nom de ce primat de l'égalité, on ne respecte pas cette liberté fondamentale qu'est le droit de propriété. Parce qu'en définitive, c'est quoi ces droits sociaux? C'est quoi cet État qui intervient? Eh bien, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours une machine qui doit fonctionner, de l'argent qui doit tourner et qui doit dès lors être prélevé chez quelqu'un, prélevé sous forme d'impôt, sous forme de taxation. Et qui dit impôt, qui dit taxation, dit entorse au droit de propriété. Alors, effectivement, il y a une politique de redistribution, qui implique une taxation, des impôts, et on pourrait dire finalement que la critique selon laquelle l'État libéral était au service du capitaliste et protégeait la situation de pouvoir des capitalistes et finalement était un instrument de domination pour les travailleurs, ici les auteurs libéraux classiques vont l'inverser. Ils vont dire, en fait ce que l'on observe, c'est que l'État, loin d'être ce que les républicains espéraient, peut-être un peu naïvement, loin d'être le lieu de la volonté générale, le lieu de la volonté qui devient parfaitement raisonnable et qui défend le bien commun, l'État, c'est toujours quelque chose qui est au service d'intérêts particuliers. Même non plus l'intérêt des capitalistes. Non, désormais, peut-être grâce justement à la conquête des droits de vote, parce que le socialisme démocratique a réussi à imposer le suffrage universel, a réussi à faire peser la loi du nombre dans les urnes, eh bien l'État désormais sert les intérêts de la majorité de la population, sans doute, peut-être de cette majorité de travailleurs, mais ça reste des intérêts particuliers, ça reste un État dont des individus s'emparent pour mettre la puissance publique au service de leurs intérêts. N'oublions pas que pour le libéralisme, c'est précisément parce qu'il n'y a pas à un moment donné de volonté parfaitement raisonnable qui émerge de la délibération publique, qu'in fine, le débat politique reste un lieu de confrontation entre des intérêts irréconciliables, enfin en tout cas des intérêts en tension, et que finalement ce sera toujours des intérêts particuliers, on va peut-être chercher un équilibre ou autre, mais ce sont toujours quelque part des intérêts particuliers qui vont s'imposer. C'était précisément une des raisons pour lesquelles il fallait que l'intervention de l'État soit fortement cadrée. Il fallait que l'État en reste à sa mission première, qui était le maintien des libertés subjectives, le maintien des droits fondamentaux. Or précisément, grâce sans doute aux conquêtes du socialisme démocratique, grâce au poids des urnes, désormais, l'État, s'il ne respecte pas le droit de propriété, fait primer l'intérêt d'une majorité, certes, mais encore un intérêt particulier, en allant chercher l'argent qui appartient pourtant légitimement aux plus riches, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont pris des risques, parce qu'ils ont fait en sorte d'être possesseurs de cet argent, donc finalement c'est leur propriété, c'est ce qui leur revient, et donc en ne respectant pas cette liberté fondamentale qui s'incarne dans le droit de propriété, la majorité met l'État, met la puissance publique au service de leur intérêt premier. En plus donc on a un État qui sert des intérêts particuliers et qui ne respecte pas le droit de propriété, mais en plus, chaque fois qu'il intervient sur le marché, nous dirons les libéraux classiques, chaque fois qu'il intervient, il crée des distorsions. Alors que les libéraux classiques ont fondamentalement confiance dans le fonctionnement du marché. C'est toujours la théorie de la main invisible d'Adam Smith, c'est l'idée que c'est lorsque le marché est laissé libre à lui-même qu'il sert le mieux, qu'il atteint le point d'équilibre qui sert le mieux finalement l'intérêt général, l'intérêt global, l'intérêt collectif. Alors que, vous le verrez donc certainement dans vos cours d'économie politique, alors que chaque fois que l'État intervient, il crée des distorsions. Il crée finalement chaque fois une intervention de l'État qui nous éloigne du point d'équilibre et qui est dommageable pour la collectivité. Alors, peut-être sans doute, les libéraux classiques reconnaîtront que le marché, non pas dans les livres, mais les marchés réels, sont pas toujours des marchés de concurrence pure et parfaite, qu'il y a un certain nombre d'imperfections qui font que le marché réel est loin du marché théorique, mais sans doute, rajouter l'intervention de l'État ne fait que rajouter des distorsions aux imperfections de marché. On rajoute un problème à un autre problème, on accumule les difficultés, alors que
on le verra, les libéraux de gauche ont une confiance bien plus grande dans l'État. Pour eux, les libéraux de gauche, ils vont croire, au contraire, que l'État doit intervenir précisément parce qu'il y a des imperfections sur le marché. Il doit intervenir parce que son objectif doit être de corriger les imperfections de marché. Et donc, c'est l'insuffisance de la main invisible, c'est l'insuffisance des marchés réels parce que les conditions réelles du marché ne sont pas ceux des livres d'économie, ne sont pas ceux du marché de concurrence pure et parfaite. On ne remet pas finalement en question la théorie. On ne dit pas, on est d'accord quelque part, si les libéraux de gauche, on pourrait dire, sont d'accord que les marchés de concurrence pure et parfaite sont quelque part organisés par une main invisible et que ces marchés-là, il faudrait les laisser à eux-mêmes. Mais les marchés réels ne sont précisément pas les marchés de concurrence pure et parfaite. Pour les libéraux de gauche, les marchés réels sont empreints d'imperfections et le rôle que les libéraux de gauche vont demander à l'État à travers ces interventions, c'est précisément de corriger les imperfections de marché, d'intervenir pour que le marché réel soit plus proche de ce qu'il devrait être selon la théorie. On verra d'ailleurs que c'est un point qui va continuer à différencier les libéraux de gauche des sociodémocrates qui, pour eux, ne cherchent pas à faire mieux fonctionner le marché, ils cherchent, les auteurs socialistes démocratiques cherchent davantage à affranchir du marché un certain nombre de secteurs. Mais donc, les libéraux de gauche, eux, vont opposer donc aux libéraux classiques, précisément, je pense que c'est vraiment le cœur de leur clivage, précisément parce que ils ont compris que les marchés réels ne sont pas des marchés de concurrence pure et parfaite, et parce qu'ils croient que du coup l'intervention publique peut corriger un certain nombre de ces imperfections, ils vont dire aux libéraux classiques, votre dilemme, votre prétendue entorse à la liberté, parce que nous la soumettrions à une valeur plus haute, l'égalité, c'est faux, c'est une illusion. Parce qu'en définitive, égalité et liberté ne sont pas des valeurs contradictoires. Parce qu'en définitive, il n'y a de liberté que dès lors que c'est une égale liberté. Parce que si la liberté n'est pas égale, n'est pas aussi égale que possible, ça signifie qu'un certain nombre d'individus sont dans des situations où ils n'ont pas la capacité d'exercer réellement leurs droits, d'exercer réellement leur liberté.